Bonjour, on va commencer dans quelques secondes, quelques minutes. On attend encore vite de recevoir tout le monde. Voilà, on peut y aller. Bonjour, mesdames, messieurs. Je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de notre webinaire consacré aux révisions du droit suisse de la vente et du contrat d'entreprise. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2026, donc juste maintenant, et sont donc d'une actualité brûlante pour vous. Elles sont également hautement pertinentes, comme vous allez le constater dans un instant, puisqu'il s'agit de renforcer les droits des maîtres d'ouvrage et des acheteurs. Je tâcherai de vous fournir des éclairages pratiques ainsi que des recommandations concrètes. Avec mes collègues qui ont préparé ce webinaire, nous sommes membres de la Practice Group Construction et Immobilier chez Keller Keller. Pour ma part, je suis avocat, spécialiste FSA en droit de la construction et de l'immobilier, actif en Suisse romande et en Suisse alémanique, ainsi qu'à l'international, également comme arbitre et médiateur. La plupart d'entre vous connaissent déjà notre étude active dans toute la Suisse, qui est spécialisée, en plus du droit des affaires, dans le droit de la construction et de l'immobilier. Avec ses 60 avocates et avocats répartis dans toute la Suisse, dans tous nos sites de Genève à Zurich, de Bâle à Lugano, notre practice group est fortement implanté dans le secteur suisse de la construction. Nous conseillons des maîtres d'ouvrage privés et publics, des planificateurs, des entreprises, proposons des solutions pratiques et innovantes et nous représentons nos clients devant les tribunaux arbitraux et de plus en plus souvent dans le cas de médiation qui prennent une importance croissante, comme vous le savez. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce webinaire va durer une petite demi-heure. L'idée, c'est de vous donner un aperçu général pour que vous puissiez vous préparer à ce qui entre en vigueur là, le 1er janvier. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ce webinaire est enregistré afin qu'on puisse vous mettre la vidéo à disposition par la suite. Vos caméras ont été désactivées à cet effet afin de protéger votre sphère privée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est activé. Maître Masson, qui m'accompagne, les recueillera et me les transmettra à la fin. Voilà, maintenant, vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'il y a cette modification législative? Est-ce que le droit jusqu'ici n'était pas suffisamment clair ou bien est-ce qu'il ne protégeait pas suffisamment les maîtres d'ouvrage et puis les acquéreurs de biens immobiliers? Eh bien, vous vous souvenez certainement de la fameuse affaire Senhof. C'était peu avant Noël, il y a quelques années. La ville de Winterthur a reçu une expertise qui a révélé des défauts de planification. Puis, à la mi-janvier, elle a dénoncé ces défauts aux planificateurs et malheureusement, le tribunal de commerce puis le tribunal fédéral ont jugé que cette dénonciation des défauts était tardive et cela a entraîné pour Winterthur un dommage se chiffrant en millions. Donc, deux autres cas issus de la pratique ont été déterminants pour la révision dont on parle aujourd'hui. Si vous achetiez un logement et qu'il était encore en cours de construction, si par la suite il y avait des défauts, eh bien, vous pouviez faire valoir la réparation puisque le contrat était considéré comme un contrat d'entreprise. À l'inverse, si peut-être quelques jours plus tard, l'ouvrage était terminé, vous achetiez un ouvrage terminé, à ce moment-là, s'il y avait des défauts, c'est le contrat de vente qui était applicable et le contrat de vente ne prévoit pas la réparation des défauts. Par conséquent, ça dépendait un peu du hasard si vous aviez droit ou non à la réparation des défauts, donc une solution très insatisfaisante pour les acquéreurs de biens immobiliers, par exemple les jeunes familles qui achètent un logement en PPE. Ce qui était aussi très répandu en pratique et assez désagréable, c'était cette pratique d'exclusion des droits pour les défauts. Donc le vendeur, il excluait les droits de garantie pour les défauts et puis il disait: «Ah, en contrepartie, vous avez le droit d'avoir
la cession des droits de garantie contre les entrepreneurs, respectivement contre les sous-traitants d'une entreprise générale. Et c'était très insatisfaisant pour les acheteurs parce qu'ils devaient se retourner non pas contre le vendeur qu'ils connaissaient, mais contre des entreprises, des sous-traitants qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui avait réalisé quelle partie d'ouvrage, ils ne savaient pas comment se retourner contre eux, etc. Donc, c'était des situations insatisfaisantes auxquelles le législateur a voulu remédier. Donc, chose faite, vous allez voir maintenant comment ça a été résolu, donc, avec cette révision. Elle avait plusieurs objectifs. D'abord, de renforcer les droits des maîtres d'ouvrage et des acquéreurs d'immeubles. Il l'a fait comment? En introduisant un délai impératif minimal de 60 jours pour l'avis des défauts. Vous allez voir, jusqu'à maintenant, on avait un avis des défauts très court et maintenant, il est au minimum de 60 jours et on ne peut pas y déroger. Et en plus, le législateur a introduit un droit impératif à la réparation du défaut, réparation de l'ouvrage remédié au défaut. Voilà, ces modifications-là, cette révision s'applique aux ouvrages immobiliers. Donc, on ne parle pas de la vente de tous les jours, on parle de vente immobilière et on parle d'ouvrages mobiliers intégrés dans des ouvrages immobiliers. L'entrée en vigueur, comme j'ai dit, a lieu au 1er janvier de l'année prochaine, dans un mois. Et le texte, il est disponible ici. Vous pouvez le scanner ce code QR et puis comme ça, vous pouvez suivre ces modifications si vous le souhaitez. Mais de toute façon, vous allez voir, j'ai mis sur les slides les modifications dont je vais parler maintenant. Alors, il y a deux aspects. Il y a, premièrement, la première partie de mon exposé ici, c'est la question du délai d'avis. Le problème qu'on avait jusqu'ici, c'était que le délai d'avis était trop court. Si vous preniez la jurisprudence du tribunal fédéral, justement celle aussi de l'arrêt Senhof de Winterthur que j'ai cité, euh, le droit prévoit que l'avis des défauts doit être donné sans délai, immédiatement. Et qu'est-ce que ça veut dire immédiatement? Ben, ça veut dire maintenant, tout de suite, dès qu'on a connaissance du défaut, il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre d'avoir fait l'expertise et puis de se dire, ah ben, je vais faire l'avis des défauts. Non, il faut tout de suite faire l'avis des défauts. Et ensuite, voilà, si on fait l'expertise et qu'on voit qu'il y a d'autres défauts, ben, il faut tout de suite faire l'avis des défauts sur ces autres défauts qu'on a constatés. Immédiatement, selon la jurisprudence, ça veut dire au plus tard dans les 7 jours. Il ne faut certainement pas attendre 14 jours, 18 jours ou 20 jours, sinon votre droit est périmé. Et puis, tant pis pour vous, si vous avez oublié de faire l'avis des défauts, ou bien s'il était tardif, à ce moment-là, vous perdiez tous vos droits de garantie, réparation de la chose, euh, réduction du prix, dommages-intérêts, etc. Donc, on perdait tout à cause de la tardivité ou l'absence d'avis des défauts. Donc, comment est-ce que le législateur y a remédié? Sa solution, c'est de dire, maintenant, l'avis des défauts, il n'est plus donné immédiatement, mais on a un délai de 60 jours pour donner cet avis des défauts. Et donc, ce délai de 60 jours, il était intégré dans le contrat de vente, dans la partie du Code des obligations concernant le contrat de vente et dans la partie du CO concernant le contrat d'entreprise. Pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit en préambule, euh, quand vous achetez quelque chose ou quand vous construisez quelque chose, des fois, c'est vraiment, ça dépend du hasard, si c'est un contrat de vente ou un contrat d'entreprise. Donc, on voulait régler toutes ces situations où vous faisiez construire ou bien vous achetiez un bien immobilier et on a dit, on veut ce délai de 60 jours et on veut que ce soit un délai impératif auquel on ne peut pas déroger. Alors, voilà, dans le contrat de vente immobilière, je vous dis que la révision ne concernait pas la vente immobilière, à part si vous intégrez une chose mobilière dans un ouvrage immobilier à ce moment-là, et puis que cette chose mobilière cause un dommage à l'ouvrage immobilier, à ce moment-là, on a un délai de 60 jours. Je crois que ce cas d'espèce sera assez rare si vous achetez un four et puis que ce four, enfin, je ne pense pas que votre four micro-ondes va causer un dommage à tout votre bien immobilier, mais soit.
Ça, c'est donc la vente immobilière. Ce qui nous intéresse plus là, c'est le contrat de vente immobilière. Et donc, quand vous achetez un bien, vous avez ce délai d'avis de 60 jours et c'est bien écrit que toute convention imposant des délais plus courts est nulle. Donc, si vous écrivez dans votre contrat que vous avez un délai d'avis de 30 jours ou bien un délai d'avis de 15 jours, c'est nul et non avenu, ça ne s'applique pas. C'est l'article 60, les 60 jours qui s'appliquent. Maintenant, si vous prévoyez un délai plus long, c'est tout à fait possible. Vous pouvez prévoir un délai de 90 jours ou bien, comme le fait la SIA 118, un délai de 2 ans ou plus. J'y reviens tout de suite. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'en est-il dans le contrat d'entreprise? Contrat d'entreprise, même solution. Si vous avez un ouvrage immobilier, à ce moment-là, vous avez un délai de 60 jours. Et la même chose s'applique si vous intégrez maintenant un ouvrage mobilier dans un ouvrage immobilier. Là, vous avez également le délai d'avis de 60 jours. Par exemple, qu'est-ce que c'est un exemple d'ouvrage mobilier qui est intégré? Si vous faites faire un escalier sur mesure, un escalier par exemple en fer forgé sur mesure, que vous l'intégrez dans l'ouvrage, ben, à ce moment-là, vous avez le droit d'avoir ces 60 jours pour signaler le défaut à l'entrepreneur. De même, si votre architecte, votre ingénieur conçoit un ouvrage et qu'il y a des erreurs dans ses plans, des erreurs qui vont amener des défauts dans l'ouvrage immobilier, à ce moment-là, vous avez le délai de 60 jours à l'égard de l'architecte ou l'ingénieur. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Cet article 370 là, du Code des obligations, il traite des défauts cachés. Donc, si un défaut apparaît ultérieurement, jusqu'à maintenant, il fallait faire le défaut d'avis, pardon, l'avis des défauts tout de suite. Là, c'est juste le pendant. Euh, il faut aussi le faire dans les 60 jours. Donc, c'était modifié en conséquence. Qu'en est-il si vous avez intégré la SIA 118 dans votre contrat? Vous connaissez bien la règle qui dit que pendant les 2 premières années, on a un délai d'avis. Vous pouvez faire l'avis des défauts à tout temps, en tout temps pendant ces 2 premières années. Donc là, vous n'étiez pas soumis à un délai plus court. Vous aviez vraiment ces 2 ans pour faire valoir votre défaut. Ce qui était très utile, enfin, ce qui est très utile dans des constructions majeures où c'est peut-être un peu plus compliqué de découvrir un défaut, il faut peut-être procéder à une expertise, etc. Donc ces 2 ans sont très raisonnables. Euh, la question qui se pose, c'est ce qui se passe après l'échéance de ces 2 premières années. Et c'est ce que je vais vous montrer là sur le tableau de la page suivante. Donc, c'est ce qui se passe ici. Selon le CO, jusqu'au 31/12 de cette année, on doit faire l'avis des défauts tout de suite, aussitôt. Et selon la SCA 118, pendant les 2 premières années, vous aviez vraiment le temps. Évidemment, si vous avez un dommage qui est en train de s'aggraver, s'il y a une fuite d'eau quelque part, vous n'alliez pas attendre 2 ans jusqu'à ce que, enfin, pour faire valoir ce défaut. Il faut le faire tout de suite pour éviter que le défaut s'aggrave. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant dès que vous avez passé les 2 ans? La SCA 118 nous dit, comme je l'ai montré tout à l'heure, là, c'est une fois que les 2 ans sont passés, il faut faire l'avis des défauts aussitôt, tout de suite après la découverte. Maintenant, si vous avez bien écouté, je vous ai dit que ce délai de 60 jours était du droit impératif, donc on ne peut pas y déroger. Donc, si vous concluez un contrat, que vous avez des délais plus courts, si vous intégrez la SIA 118 qui prévoit un délai plus court, ce délai est nul et c'est le délai légal qui s'applique. Donc, concrètement, dès le 1er janvier, si vous concluez un contrat dès le 1er janvier avec la SIA 118, ce sera également un délai de 60 jours qui sera applicable dès que vous êtes au-delà de ce délai d'avis dans les 2 premières années. Donc, peu importe ce qui est écrit dans la SIA 118, c'est bien le délai légal de 60 jours qui sera applicable. Et je vous rassure, la SIA est en train de travailler là-dessus, en train de préparer une nouvelle mouture de la SIA 118. Ça prendra encore un petit peu de temps, mais peu importe parce que tout le monde sait que le droit impératif s'applique et voilà, la loi s'applique de plein droit.
Maintenant, vous allez demander qu'est-ce qui s'applique dans, si vous appliquez les règlements et les RPH, les règlements sur les prestations et les honoraires SIA 102, 103, 108 pour les architectes et les ingénieurs. Là, il n'y a rien qui change parce que les règlements actuels prévoient déjà un délai de dénonciation des défauts de 60 jours. Donc là, il n'y a rien qui change. Ce qu'on voit parfois dans la modification de ces RPH, c'est parfois l'exclusion de tout délai d'avis. Donc, on écrit dans le contrat que c'est pas du tout nécessaire de respecter un quelconque délai. Attention, c'est peut-être pratique pour le maître d'ouvrage, pour qu'il puisse faire valoir ses délais en tout temps. Mais ce genre de pratique n'est pas couverte par les assurances et si vous avez un dommage qui est découvert ultérieurement et qui n'a pas besoin de donner un avis dans un certain délai, ben, l'assurance pourra dire vous êtes allé au-delà de ce qui est usuel, au-delà de ce que prévoit la loi, donc on ne couvre pas du tout le dommage. Donc attention à certaines pratiques qui existent mais qui sont éventuellement dangereuses du point de vue du droit des assurances. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, comme promis, concerne le droit à la réparation. Et ce qu'on prévoit ici, c'est d'une part une modification législative pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence. Vous savez, si vous avez un défaut, c'est possible de demander en général la réparation de l'ouvrage, ou bien une autre possibilité, c'est la réduction du prix de l'ouvrage, ou bien alors la possibilité de se retirer du contrat, de déclarer la résolution du contrat, et dans tous les cas, de demander des dommages-intérêts. Si vous êtes en cours de construction, on peut demander non seulement la réparation, mais on peut demander la substitution par un tiers. Si un entrepreneur récalcitrant qui vient pas réparer l'ouvrage, à ce moment-là, on peut lui fixer un délai et puis lui dire si l'ouvrage n'est pas réparé dans tel délai, on va s'adresser à un autre entrepreneur, il viendra réparer la chose à votre place et à vos frais. Bizarrement, c'est quelque chose qui manquait dans les droits de garantie une fois que la réception avait lieu. Et donc, simplement, ce que le législateur a fait ici, c'est ce que je vous ai mis, ce qui est souligné, c'est de mettre ce renvoi à l'article 366 qui dit que justement, on peut confier la réparation à un tiers si l'entrepreneur ne vient pas réparer l'ouvrage. Ce qui est important et ce qui a été introduit ici, c'est le fait que le droit à la réparation des défauts ne peut pas être exclu ou restreint si on a affaire à la construction enfin, si le défaut concerne une construction. Et là, le législateur était créatif, il a introduit ce nouveau terme de construction qui n'existait pas dans la loi jusqu'ici. Et donc cette notion est incertaine et en cas de litige, il faudra voir ce que dit la jurisprudence. Enfin, comme toujours, quand le législateur a de bonnes idées, introduit de nouvelles lois, ça ouvre de nouvelles portes à certains litiges, à certaines interprétations et en fin de compte, on va se retrouver un jour au tribunal fédéral qui va nous interpréter, nous dire ce que c'est que cette construction qui est concernée ici par le droit à la réparation impératif. Le Conseil fédéral, dans son message, nous a dit que est réputée construction toute infrastructure ancrée au sol de manière fixe et durable. Donc les constructions mobilières ne correspondent pas à cette définition, pas plus que les travaux de terrassement. Le but protégé par la norme ne semble pas nécessiter que l'on s'étende aux ouvrages immobiliers qui ne comportent pas de construction. Sont donc clairement exclues les constructions mobilières ainsi que de simples modifications de terrain. En revanche, sont sans aucun doute inclus non seulement les bâtiments, mais également les ouvrages de génie civil. Ce qui reste incertain pour l'instant, c'est de savoir si cela vise uniquement des constructions entièrement nouvelles, probablement pas, ou également la construction nouvelle de parties d'ouvrages. Il en va de même pour les transformations ou travaux de rénovation. Leur inclusion n'est pas encore clairement établie, il faudra voir ce que dit le tribunal fédéral. Il semble toutefois évident qu'une nouvelle construction indépendante réalisée à côté d'un bâtiment existant tombe sous le coup de cette disposition. À mon avis, il en va de même pour une transformation substantielle ou une rénovation majeure qui doivent également être couvertes par ces règles. Si on part du principe que l'objectif de la révision était de renforcer les droits des acheteurs,
ou des maîtres d'ouvrage, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la notion de construction soit interprétée de manière plutôt large. Donc voilà ce terme de construction et puis ce droit impératif à la réparation. Là, ce qui est écrit ici, c'est que ce droit à la réparation a un délai qui est relativement impératif, donc on n'a pas le droit de le raccourcir. On a un délai de 5 ans pour les constructions immobilières, hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas raccourcir ce délai. Par contre, évidemment, on peut le rallonger et c'est ce qu'on fait fréquemment en matière de construction, typiquement pour les enveloppes d'un bâtiment ou pour la toiture, pour certaines parties d'ouvrage où on s'attend à un délai de prescription plus long, un délai de garantie plus long. C'est donc tout à fait possible de prolonger, mais certainement pas de le raccourcir. C'est du droit impératif dans ce sens. Là, on a le pendant du côté du contrat de vente, justement. Là aussi, on a un délai de 5 ans qui ne peut pas être modifié au détriment de l'acheteur. Et ce qui est important, ce qu'on voit ici, l'idée c'était justement de se mettre dans l'optique de celui qui achète une construction neuve. En fonction d'où il était, c'est le droit d'entreprise ou le droit de la construction ou le droit de vente qui s'appliquait. Donc l'idée c'était de dire, OK, on a un immeuble récent. Et si on a un immeuble récent ou bien quelque chose qui est encore en cours de construction, ou bien un immeuble, enfin récent, qu'est-ce que ça dit récent? Érigé moins de 2 ans avant la vente, c'est l'alinéa 2 là, c'est dans ce cas-là que le vendeur est obligé de réparer les défauts à ses frais si l'acheteur l'exige. Donc, il faut se mettre dans l'optique d'un immeuble récent ou qui est encore en cours lors de l'achat de votre part de PP. Voilà, donc ce qu'on voulait éviter avec cette cette révision du Code des obligations, c'était ce dont je vous ai parlé, la pratique qui existait. On avait un promoteur qui vous vendait une part de PP. Il disait j'exclus toute garantie selon le contrat de vente. Par contre, je vous cède tous les droits de réfection contre les entreprises A, B, C, D, leurs sous-traitants, etc. Cette pratique, comme j'ai dit, était enfin, vraiment tout sauf idéal pour les acheteurs parce que on connaissait le promoteur et on n'avait plus le droit de se retourner contre lui. Il fallait trouver quel entrepreneur, quel sous-traitant avait fait quelle partie d'ouvrage, tout de suite faire l'avis des défauts. Si ça se trouve, le promoteur était au courant du défaut, n'avait pas fait l'avis du défaut, donc tous vos droits étaient périmés avant même de pouvoir les exercer. Donc voilà, ce qui change maintenant, comme j'ai dit, c'est cette exclusion de garantie n'est plus possible. Le promoteur, lui, qui vous vend une maison récente, est obligé de vous garantir la réparation de cet ouvrage. Ce qu'il peut toujours faire, c'est exclure les autres droits, exclure la réduction du prix, exclure les dommages intérêts, etc. Mais ce qu'il n'a pas le droit d'exclure, c'est la réparation. Voilà, je vais vous donner maintenant un exemple par rapport à ça, si vous êtes encore réveillé. Donc, c'est ça l'exemple. On a un promoteur qui vend un bien récent à un acquéreur. Il est en train de construire son bâtiment où il le termine maintenant. L'inscription du contrat de vente au registre du commerce, du registre foncier, pardon, a lieu le 1er janvier 26. Et donc, on a ce délai de 5 ans. On a une construction récente, on a une vente, on a un délai de prescription de 5 ans qui arrive à échéance le 1er février 31. Maintenant, cet acquéreur, Gerber, là, il était tout content de sa maison, il y a le petit cœur dessus. Il se trouve qu'il n'est pas si satisfait de sa maison et ce qu'il va faire, il va vouloir vendre sa maison moins de 2 ans après qu'elle soit terminée. Là, on voit, il vend sa maison moins de 2 ans après l'avoir acquise avant, donc le 1er janvier 28. Il le vend à l'acquéreuse Madame Murner. Ça se peut qu'il y ait quelques défauts, mais ces défauts, il en informe Madame Murner. Il dit, voilà, j'ai un ouvrage, elle a quelques défauts, vous l'acceptez avec les défauts. Donc là, il n'y a pas de souci. Vu que ces défauts sont connus et acceptés, on n'en parle plus. Lui, vu que la maison était récente, le bâtiment est récent,
ce droit impératif à la réfection de 5 ans s'applique. Il dure jusqu'au 1er janvier 2033. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle ici? Entre ces deux dates, vous voyez le 10 mars 32, il y a des infiltrations depuis le toit. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Madame Murner va se retourner contre le vendeur. Elle a le droit, hein, elle a le droit de le faire jusqu'au 1er janvier 33. Elle se retourne contre Gerber, qui lui, il sait que c'est pas lui qui a construit le bâtiment, mais il va réparer le toit comme il en est obligé. Et par contre, pas de chance pour lui, vu que le délai de prescription vis-à-vis du vendeur, du promoteur Promotion SA, vu que ce délai était échu le 1er janvier 31, pas de chance pour lui, Monsieur Gerber ne pourra pas se retourner contre le promoteur. Donc, je pense que c'est clairement pas ce que le législateur avait en vue. Ça ne correspond pas du tout aux objectifs de la révision qui visait à empêcher le constructeur d'un bâtiment de se soustraire à sa responsabilité. Là, pas de chance pour Gerber en tant qu'acheteur et vendeur. Il va devoir réparer la chose, même si ce n'est pas lui qui l'a construite. Voilà. C'est peut-être une lacune, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être, voilà, le législateur n'a pas pensé à ce cas d'espèce. Vous, par contre, maintenant, vous le savez, et quand vous signez un contrat, soyez conscient de cette potentielle lacune. J'ai ici un deuxième exemple de potentielle lacune de responsabilité qui résume un peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est le cas où on a un entrepreneur total qui a réalisé une construction pour le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur total, lui, il a un sous-traitant qui construit le chauffage, et puis ce sous-traitant, lui, a acheté le chauffage à un vendeur de chauffage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le chauffage qu'on a installé est défectueux? On fait l'analyse ici. On a d'une part un contrat d'entreprise entre l'entreprise totale et le maître de l'ouvrage. On a un contrat sous-traitance entre l'entreprise totale et le sous-traitant, donc le sous-traitant chauffage. Ça, c'est un contrat de sous-traitance, mais c'est qualifié de contrat d'entreprise. Et d'autre part, on a un contrat de vente entre le vendeur de chauffage et le sous-traitant. Dans cette constellation, quels sont les droits et obligations des parties? Eh bien, prenons le contrat d'entreprise. Comme on vient de voir, on a un droit impératif à la réfection, à la réparation. Il s'agit d'une construction, une construction immobilière, et donc la réparation est obligatoire, et on a un délai de garantie de 5 ans qui est également impératif, auquel on ne peut pas déroger. Donc là, c'est clair. Maître d'ouvrage, il peut demander la réparation dans ces 5 ans. L'entrepreneur total, quant à lui, il peut se retourner contre le sous-traitant chauffage. Attention, le droit de réparation est dispositif, donc pas impératif. On n'a pas affaire à une construction, comme je vous dis, une installation fixée de manière permanente au sol. Donc, on peut tout à fait dans le contrat exclure le droit à la réparation. Et ça risque d'arriver. Quant à la garantie, elle est bien de 5 ans parce que, comme on l'a vu dans le contrat d'entreprise, c'est un ouvrage mobilier qui est intégré dans un ouvrage immobilier. On a ce délai de garantie impératif de 5 ans. Donc, délai de garantie, oui, mais pas forcément de réparation. Et maintenant, si on va regarder le contrat de vente, le remplacement de la chose, lui, est dispositif. Dans le contrat de vente, vous n'êtes pas du tout obligé de remplacer ou réparer la chose. Donc, ça peut être exclu dans le contrat. Et qu'en est-il de la garantie de 5 ans? Eh bien là, on a l'intégration de quelque chose dans un ouvrage immobilier, mais on est dans le contrat de vente, et le contrat de vente, à ce que je sache, dans cette révision, ne prévoit pas du tout que c'est du droit impératif. Donc on a là affaire à du droit dispositif. On n'est pas dans le contrat d'entreprise, on est dans le contrat de vente, et ce contrat de vente ne prévoit pas le droit impératif à cette garantie de 5 ans. Donc, on peut avoir un délai inférieur à 5 ans, par exemple un délai de 2 ans. Donc, résultat, pour le maître d'ouvrage, lui, il peut se retourner, l'entreprise totale peut se retourner en fonction de ce qui est écrit dans le contrat, et on ne sait pas si le sous-traitant pourra, lui, se retourner contre le vendeur du chauffage
Et typiquement, des clauses dans ces contrats qui prévoient l'exclusion ou bien la réduction de ces délais. Qui sont justifiés notamment parce que peut-être le vendeur de chauffage vend énormément de chauffage à ce sous-traitant qui arrive à faire plein d'unités de PPE. Donc voilà, c'est une question de deal, de comment les contrats ont été négociés. Mais réfléchissez-y, c'est pas parce que le législateur a voulu faire une révision qui englobe tout le contrat d'entreprise et contrat de vente pour les constructions immobilières, c'est pas pour autant qu'il est pensé à tout. Donc quand vous négociez, vous, des contrats, que ce soit en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'acquéreur, en tant qu'entreprise totale ou comme sous-traitant, réfléchissez à ces potentielles lacunes. Je vous l'ai dit, ce droit entre en vigueur le 1er janvier, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de dispositions transitoires qui ont été prévues pour cette modification. Donc, l'entrée en vigueur est au 1er janvier, mais ça veut dire pour les contrats qui sont signés à partir du 1er janvier. Donc, les contrats qui ont été signés au préalable ou bien des travaux qui ont déjà commencé, eh bien, ne tombent pas sous le coup de ce nouveau droit. Donc, ça s'applique bien à tous les contrats qui ont été signés à partir du 1er janvier 2026. Et il n'y a pas de changement, comme j'ai dit, pour les contrats signés antérieurement. Voilà, j'ai réussi à faire le tour comme promis en l'espace d'une demi-heure. Si vous avez des questions, je vais aller voir si vous en avez mis dans le chat. Je suis à votre disposition pour ces questions et pour ces réponses. Voilà, donc n'hésitez pas. Peut-être c'était un peu rapide. Prenez-vous le temps de peut-être revoir la vidéo, revoir la présentation et en tout cas, je serai à votre disposition. Alors, en cas de promesse de vente, dont l'exécution est agendée après le 1er janvier 2026, le nouveau droit s'applique-t-il? Voilà, c'est une très bonne question. Donc, on a d'une part la promesse de vente et en général, ensuite, on a la vente en tant que telle. Donc, si c'est prévu pour le 1er janvier 2026, à mon sens, le nouveau droit s'appliquera. Oui, mais c'est bien de le spécifier et puis bien d'y penser. Une autre question, le délai de prescription commence-t-il à la livraison ou l'inscription au registre foncier? Ça, c'est une bonne question. Donc là, il faut revenir sur la finalité. Le droit prévoit, et vous faites bien de mettre le doigt dessus parce que c'est pas si clair que ça. L'idée, c'est de dire si on a une construction récente ou une construction qui a été faite il y a 2 ans, qu'est-ce que ça veut dire il y a 2 ans? Là, à tous les coups, il y aura de nouveau des questions d'interprétation. Effectivement, ouais. Parce que si la maison était déjà terminée et qu'on l'inscrit au registre foncier maintenant, hem, effectivement, d'après ce que j'ai lu dans la doctrine jusqu'ici, dans le message, il y aura quelques problèmes d'interprétation. Donc faites attention, une maison récente ou neuve, on sait ce que c'est dire, mais dans le cas concret, il faudra voir comment les tribunaux interprètent, ce terme. Une quote-part de terrain, oui. Alors, enfin, si c'est que du terrain, comme on l'a vu, ça s'applique pas. Mais si c'est une construction, terme qui n'est pas très clair, si c'est une construction sur un terrain, là, ce nouveau droit va s'appliquer. Mais si c'est juste une quote-part de terrain sans construction dessus, c'est clair que ça ne s'appliquera pas. Voilà, en tout cas, si vous avez peur de poser des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser ultérieurement. Je crois que pas mal d'entre vous, vous êtes en contact avec nos équipes de Genève, de Lausanne, de Sion ou de Berne, et pour nos camarades suisses alémaniques qui sont à disposition aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre à disposition la vidéo. Vous recevrez le lien et puis cette présentation aussi. Donc, merci de votre attention, merci d'avoir participé activement et bien, toute bonne journée et bon week-end à tous. Au revoir.